Ça, c'est une enceinte passive. C'est tout ce qu'il y a de plus classique en Hi-Fi. Elle a une seule entrée à laquelle on branche 2 câbles de cuivre pour y transférer un signal analogique de haut niveau, celui fourni par l'amplificateur. Et cet amplificateur, il est séparé des enceintes et il est aussi séparé du convertisseur que j'utilise pour relier mon lecteur réseau à mon ampli. C'est un peu de la Hi-Fi à l'ancienne, même si j'ai un lecteur réseau numérique ainsi qu'un DSP pour corriger un peu ma pièce, ça reste de la Hi-Fi à l'ancienne, c'est-à-dire que tout est séparé. J'aurais très bien pu y brancher une platine vinyle si je voulais à la place du convertisseur ou un lecteur CD. Et comme je vous le dis, tout est séparé, c'est-à-dire source, convertisseur, enceinte et un ampli avec ça. Revenons à l'enceinte d'ailleurs, elle est passive, c'est-à-dire que son filtrage se fait avec des composants électroniques qui opèrent à haut niveau. Ils opèrent après l'amplification. C'est donc après amplification que le signal va être séparé entre le tweeter pour les aigus et le woofer pour les graves. Intéressons-nous maintenant aux enceintes de monitoring. Alors c'est un terme un peu vague et ça intègre plein de modèles différents, mais typiquement le modèle, la typologie la plus répandue, ça va être une enceinte analogique active. Active, c'est-à-dire qu'en fait le filtrage il va se faire à bas niveau. C'est un circuit électronique qui opère à bas niveau et qui d'ailleurs nécessite un peu de courant pour que ça se fasse. Mais on n'a pas en fait de filtrage après l'amplification, c'est avant l'amplification. Il faut donc plus d'ampli puisqu'il en faut un pour haut-parleur. Dans une enceinte comme ça, ce serait un haut-parleur pour le grave et un pour l'aigu. Et on peut intégrer évidemment d'autres choses puisque c'est un circuit à bas niveau. C'est plus facile d'intégrer par exemple un EQ, un égaliseur. Cet égaliseur, ça va être super important parce qu'on va pouvoir corriger un petit peu les défauts de l'enceinte et surtout on va pouvoir corriger un peu les défauts de la pièce. Typiquement sur une enceinte de monitoring, on a un EQ à 2 ou 3 bandes pour corriger le bas médium ou les aigus en fonction de l'éloignement du mur. Ça a d'autres avantages, les enceintes actives analogiques, c'est que aussi chaque haut-parleur va avoir un ampli adapté. Par exemple, le tweeter, typiquement, il va avoir un ampli un peu plus faible que pour le woofer. On va aussi partager l'alimentation pour ces deux amplis. Et globalement, il faut le dire, les enceintes de monitoring en entrée de gamme, c'est souvent le meilleur choix en termes de fidélité, c'est des enceintes avec un rapport qualité-prix plus intéressant. Ça, en tout cas, si on s'intéresse aux mesures un peu objectives, si vous voulez. Et ces dernières années, dans le domaine du monitoring, on a de plus en plus d'enceintes qui intègrent un DSP, un processeur de signal numérique. Le filtrage actif effectué dans le domaine analogique peut alors être fait dans le domaine numérique. Ça a un coût évidemment puisqu'il faut multiplier le nombre de convertisseurs par le nombre de haut-parleurs, ceci en plus des amplis, et il faut aussi éventuellement rajouter un convertisseur analogique vers numérique si on veut garder une entrée analogique sur ces enceintes. Mais évidemment, le DSP, ça a plein d'avantages. Ça permet de faire de l'égalisation de haut-parleurs pour corriger leurs défauts individuellement. Ça permet de faire du décalage temporel pour aligner deux haut-parleurs non alignés spatialement. Depuis récemment, on peut mesurer sa pièce avec un micro et charger une courbe de correction dans les enceintes. Bien sûr, ce n'est pas parce qu'une enceinte dispose d'un DSP qu'on peut faire tout ça. Par exemple, pour la correction de pièces, ça demande beaucoup de puissance de calcul et d'ingénierie logicielle et tous les constructeurs ne peuvent pas se permettre ça. Cette intégration du numérique dans les enceintes est encore timide dans le monde du studio. Et en Hi-Fi, c'est pire, le conservatisme dont fait preuve ce milieu l'empêche déjà d'accéder aux enceintes actives analogiques répandues dans les studios. Pourtant, selon moi, c'est l'avenir. C'est d'ailleurs déjà présent chez le consommateur. La plupart des enceintes Bluetooth qu'on trouve sur le marché sont en fait des enceintes avec des DSP dedans. Vous pouvez d'ailleurs regarder ma vidéo pour trouver l'un des secrets de ces enceintes et ça repose sur le DSP bien sûr. Mais aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de ça, je vais vous parler de Hi-Fi et de monitoring aussi. En fait, je vais vous parler de produits qui sont davantage axés sur la fidélité sonore. Je vais vous parler notamment de 3 marques d'enceintes qui produisent chacune une enceinte ou plusieurs modèles et qui, selon moi, constituent ces modèles ce que devrait être la généralité dans le futur. Et quand je dis devrait, je l'emploie autant ce verbe dans le sens moral, dans le sens du devoir que dans le sens de la probabilité. Et si vous avez suivi un peu ma chaîne, vous connaissez une de ces enceintes, ce sont les Key-Free. C'est un peu les meilleurs de ces 3 enceintes. On a donc les Key-Free, les Gegentact M1 qui sont les moins chers et entre les deux, on a les Dutch & Dutch 8C, plus connues celles-ci. Alors, les Key-Free, c'est un peu donc le top du top. Vous pouvez voir une interview donc du distributeur en France et revendeur de ces enceintes sur ma chaîne. Et ces enceintes, même si elles sont dans des gammes de prix un peu différentes, globalement, ça reste du haut de gamme, c'est quand même axé pour soit les professionnels du studio, soit les audiophiles vraiment blindés. Les Gegentact, c'est 7 000 € je crois TTC. Les Dutch & Dutch, ça doit être 11 ou 12 000 € TTC. Et les Key, on doit être à 16 17 000 € TTC avec la télécommande.
Alors si je vous parle de ces enceintes en particulier et pas des enceintes à DSP en général, c'est parce que celles-ci, elles ont une astuce, elles ont quelque chose qui les rend assez uniques, et c'est en fait un pattern cardioïde dans le bas du spectre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les basses, jusqu'à un certain niveau en tout cas, le son est directif, il va que vers l'avant et pas vers l'arrière. Pour les keys, c'est jusqu'à 80 Hz, pour les Dutch c'est un peu plus, c'est 100 Hz, et pour les Gegentakt, on est à 200 Hz. En dessous, chaque enceinte est omnidirectionnelle, et c'est pas très grave parce qu'on arrive sur des longueurs d'onde qui sont tellement grandes qu'on a un couplage qui s'effectue avec le mur arrière. Mais avant que je vous explique l'intérêt de ça, je veux d'abord revenir un peu sur la technique, comment ces enceintes font pour avoir cette directivité et pourquoi c'est lié justement au DSP et au numérique. Alors normalement, un haut-parleur est directif dans le haut du spectre et dans le bas du spectre, il est omnidirectionnel. Ça, c'est un peu une loi acoustique si vous voulez. Plus on descend dans le bas du spectre, plus on va dans le grave, plus le haut-parleur est omnidirectionnel. Et c'est le cas en fait sur ces enceintes. Chacune de ces trois enceintes, ces haut-parleurs, plus on descend dans le grave, plus ils sont omnidirectionnels. Alors comment est-ce qu'elles font ces enceintes pour avoir ce pattern cardioïde dans le bas du spectre que les autres enceintes n'arrivent pas à avoir? Et bien en fait c'est qu'elles intègrent plusieurs haut-parleurs sur les côtés pour les keys et derrière pour les autres. Alors les keys on en a aussi derrière. Mais en fait elles ont une organisation spatiale de haut-parleurs. Elles ont des haut-parleurs un peu partout autour, derrière, devant et sur les côtés. On a donc un décalage en fait spatial des haut-parleurs. Et si on couple ça à un décalage temporel fait par le DSP, on peut avoir une annulation de l'onde arrière ou bénéficier d'un rebond arrière, c'est le cas dans une de ces enceintes. Elles ont des technologies un peu différentes on va dire, mais globalement l'idée c'est ça, c'est qu'en fait on a un décalage temporel et un décalage spatial et avec des annulations d'ondes, on peut avoir une annulation de phase totale. Alors c'est une technique qui est déjà utilisée dans les concerts et les festivals. Il n'est pas rare de voir des subwoofers en mode cardioïde. On place deux subwoofers décalés dans l'espace, on fait un petit décalage temporel qui correspond à la distance entre les deux subwoofers et voilà, on a un système cardioïde. Mais dans l'hi-fi et le monitoring, c'est assez inédit parce que c'est très dur à faire. Et si la technologie n'est pas vraiment la même entre ce dont je vous parle en festival et ces enceintes, et même entre ces trois enceintes, on a en fait la même idée fondamentale qui est décalage temporel plus décalage spatial égale cardioïcité. Ça, c'est l'explication technique rapide de comment ces enceintes produisent un son directif. Maintenant, je vais vous expliquer quel est l'intérêt de cette directivité du son dans le bas du spectre. Je vous l'ai dit, j'ai l'impression que dans le monde de l'hi-fi, on est plus conservateur que dans le monde du studio. Et un autre point dans lequel l'hi-fi a encore du retard, c'est le traitement acoustique et la correction numérique. Allez dans une boutique de hi-fi, ils sont capables de vous vendre des enceintes à plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais par contre, ils n'auront aucun traitement acoustique à vous vendre et encore moins en auront-ils dans leur propre pièce d'écoute pour vous faire tester ces enceintes onéreuses. Et pourtant, la pièce joue un rôle primordial dans la reproduction du son. C'est difficile de hiérarchiser, mais on peut dire que c'est l'élément le plus important dans la fidélité d'un système. Et en fait, même quand cet élément est intégré mentalement par le fan de hi-fi ou le fan de studio, l'acoustique, ça reste compliqué à gérer. Ça prend des connaissances, ça prend du temps, de l'argent. Et dans la hi-fi où souvent le système va être dans le salon par exemple, ça a un côté esthétique qui n'est pas forcément facile à intégrer. Et c'est là tout l'intérêt de ces enceintes directives dans le bas du spectre, c'est qu'elles permettent de s'affranchir du mur frontal qui est probablement le plus important dans l'acoustique de la pièce puisque c'est le plus proche. Et donc l'onde de première réflexion qui arrive est très intense et donc la plus destructrice sur le son. D'ailleurs, pour s'en affranchir, dans le studio, on n'hésite pas à mettre les enceintes dans des plans, dans des murs, que ces murs soient rigides ou complètement mous. On intègre l'enceinte dans un mur et on règle justement ce problème de mur frontal. Mais bon, comme je vous l'ai dit, ça évidemment c'est la solution idéale et même les solutions moins idéales que ça reste compliqué à appliquer et c'est là, je vous le dis, l'intérêt de Key-Free, Gegentakt M1 ou Dutch & Dutch 8C. D'ailleurs, Bruno Putzes, l'un des inventeurs des Key-Free, imaginait que ces enceintes étaient d'abord pour le marché de l'hi-fi et au final c'est surtout le monde du studio qui a adopté plus rapidement ces enceintes. Voilà, encore une fois, une preuve que le monde du studio comprend souvent plus rapidement ce qu'est le futur de l'audio que le monde de l'hi-fi. Alors bien sûr, la directivité n'est pas le seul avantage de ces enceintes. Elles ont aussi l'intégration d'EQ, d'égalisation basique pour affiner en fonction de la pièce et du goût. Elles intègrent aussi des amplis de classe D
haut de gamme, particulièrement fidèle et surtout très compacte et efficace énergétiquement. Il y en a d'ailleurs 6 pour chaque enceinte Qi. Autre avantage de ces enceintes, c'est la possibilité d'intégrer un lecteur réseau. Alors, c'est le cas que pour les Dutch & Dutch 8C, mais on imagine facilement pouvoir intégrer ça au Qi ou au Gegentact. Et enfin, un avantage d'une de ces enceintes, en l'occurrence les Qi sur la concurrence, c'est qu'on peut intégrer un caisson de basse qui augmente encore leur directivité, et cette fois directivité verticale. Le BXT de Qi, si on l'ajoute, non seulement on gagne en profondeur dans le spectre et en puissance toujours dans ses basses, comme un caisson de basse classique vous me direz, mais aussi on gagne en directivité verticale. Ça fait un peu comme un line array ou un système MTM. Bref, je vous dis tout ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important, même si c'est pas anodin au final, parce qu'en fait, la classe D par exemple, dans le milieu de la hi-fi, ça reste quand même assez mal vu. Ça reste une classe d'amplification qui est jugée cheap, alors qu'aujourd'hui, les meilleures classes D surpassent probablement les meilleures classes A. Et dans la pratique, donc, qu'est-ce que ça donne ces enceintes? Eh bien, ça donne qu'elles sont vraiment adulées par la critique et par les gens un peu objectifs, notamment dans le monde du studio, mais ailleurs aussi. Et moi, je fais le pari que c'est les meilleures enceintes dans les pièces non traitées. Dans une pièce non traitée acoustiquement, moi je prends ce pari que c'est les meilleures enceintes. Vous prenez des PMC BB5 ou des Focal Utopia à plus de 100 000 €, vous les mettez dans une pièce qui n'est pas traitée acoustiquement, je suis sûr que des Qi vont mieux sonner que ces enceintes-là. Ah oui, et même dans une pièce traitée, évidemment, ces enceintes sont quand même très bonnes puisqu'elles ont des taux de distorsion extrêmement bas, elles sont très compactes et surtout, elles sont relativement pas chères. Les Qi qui sont les plus chers sont à 14 000 hors taxe, les Gegentact doivent être à 5-6 000 € hors taxe. Fun fact d'ailleurs sur le prix, vous pouvez le voir dans l'interview de Stefan Stripston sur ma chaîne, nombre d'audiophiles disposant de systèmes à plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire plus de 100 000 € sont assez frustrés par la supériorité des Qi. Quand ils écoutent les Qi, ils sont un peu frustrés, ils se disent qu'ils ont parié un peu sur le mauvais cheval et ils n'ont même pas envie de revendre leur système qui sonne moins bien parce qu'en fait ça voudrait dire perdre de l'argent et acheter quelque chose de 4 fois moins cher, c'est un peu bizarre. Ah oui, et dernière chose un peu sur ces audiophiles, une des passions qu'on a dans l'audiophilie, c'est quand même de changer de matos régulièrement et avoir une chaîne séparée, ça permet ça. On change l'ampli, 2 ans après on change les enceintes, 3 ans après on rechange l'ampli, après on peut changer les câbles, etc. Non seulement les gens aiment faire ça, mais aussi les vendeurs en magasin, ils adorent faire ça et c'est pour ça qu'en magasin, vendre des Qi ou des Dutch & Dutch dans les magasins de hi-fi haut de gamme, ça leur plaît pas trop. Et pour conclure, je suis obligé de parler de l'éléphant rose dans la pièce. Je suis propriétaire moi-même d'une chaîne hi-fi à l'ancienne avec des enceintes passives. Pourtant, les KFLS 50, vous le savez, viennent aussi en version active. Et puis, il y a plein de choix de monitoring dans cette même gamme de prix. Alors, pourquoi j'ai ça? Eh bien, en fait, parce que j'aime la bidouille. Par exemple, j'ai un DSP, un processeur numérique, mais qui est complètement séparé. Et ça va me permettre, par exemple, d'intégrer mon caisson de basse qui est ici, de faire un décalage temporel si jamais je veux le mettre dans un autre endroit de la pièce. Je peux aussi faire de la correction de ma pièce. Je peux faire des choses assez complexes comme ça que je ne pourrais pas faire dans des enceintes, en tout cas dans ma gamme de prix à moi. Parce que ces enceintes dont je vous parle, ces 3 enceintes du futur, ça commence quand même à 5 000 € hors taxe pour les Gegentact et ça c'est vraiment le plus bas du plus bas. Donc moi je peux pas me permettre ça et c'est bien dommage, mais je pense que dans le futur on aura quand même ces enceintes, qu'on va baisser encore de prix chaque année et qu'on va arriver à des enceintes directives dans le bas du spectre à un prix un peu plus abordable. En tout cas c'est tout ce que je souhaite. Mais je m'égare, l'idée c'est que voilà, c'est le futur de la hi-fi. En hi-fi haut de gamme pour moi, il n'y a pas photo, ces enceintes là directives dans le bas du spectre, en hi-fi classique dans des pièces non traitées, c'est le futur. Donc j'espère qu'on va avoir des prix de moins en moins chers et je vous invite du coup à aller écouter ça parce que écouter des Qi ou des Dutch & Dutch c'est quand même une expérience. J'espère aussi qu'on pourra écouter des Gegentact en France. Je vais vous en parler d'ailleurs un peu plus tard dans d'autres vidéos, j'espère. Donc voilà, abonnez-vous si vous voulez pas louper ça et surtout allez voir la vidéo de Stefan Stripston, l'interview que j'ai fait avec lui. C'est super intéressant, on va un peu sur le côté technique de l'enceinte mais aussi le côté marketing, le côté étude de marché, comment fonctionne le marché de la hi-fi, c'est très intéressant. Voilà, merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.